Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur et qui de mieux pour ça que d'accueillir des réalisatrices. Exactement, bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leurs histoires, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi, et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? On l'a tous déjà au moins entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui, un jour, ont rêvé de devenir réalisateurs et réalisatrices et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Et aujourd'hui, nous accueillons Audrey Najjar, Muriel Brunier. Enchanté. Enchanté, Louis, merci de nous recevoir. Mais c'est un plaisir, vous allez bien? Très bien. Very bien. Very bien. On parle plusieurs langues. Merci pour cette déclaration d'amour au réalisateur. Ah bah ça vient du cœur. Et donc, vous êtes toutes les deux réalisatrices. Tout à fait. D'accord. Et en plus, on se connaît. Et en plus, vous vous connaissez. C'est génial. Oui. Et donc, c'est actuellement la manière... Enfin, c'est votre métier, vous gagnez votre vie comme ça? Ou alors, vous faites quelque chose en parallèle, un métier qui vous permet de vous rémunérer et à côté... Moi, je fais d'autres choses. Je fais beaucoup d'autres choses. Ok. Je suis écrivain. J'ai sorti un premier roman qui est sorti en poche l'année dernière. Je publie un nouveau livre en janvier prochain. Plus de témoignages. Et je suis journaliste et community manager. Oh, ok, d'accord. Okay. Et maman de 3 enfants. Qui est un travail... à temps plein. À temps plein. J'aurais dû passer en premier, Audrey. Là. Qu'est-ce que je vais raconter? Moi, full réalisatrice, 100%. Maman de 2 enfants aussi. Ok. Et voilà. Et amie d'Audrey. Ce qui compte beaucoup, oui. Réciproquement. Parce que c'est vrai que je le précise assez souvent parce que ça arrive que ce soit pas forcément le métier rémunérateur. C'est-à-dire ça peut être, par exemple, on fait de la régie, on fait les heures, on essaie de réaliser à côté. Donc non, c'est des questions importantes à aborder. Et il n'y a aucune honte à avoir un job alimentaire à côté parce que toi, c'est des gros trucs que tu fais à côté, mais il y en a certains, c'est par exemple le cliché du jeune acteur qui travaille dans un café en attendant de percer. Ah, c'est sûr, c'est long. Donc long. Ça paraît normal d'avoir autre chose à côté. Complètement. Et donc on va commencer par une question très importante. D'où vous est venu l'amour du cinéma? Je commence? Ouais, vas-y. Moi, depuis toute petite, vraiment 4 ans, premier salle de cinéma sur les Champs-Élysées, premier dessin animé au Walt Disney avec mes parents. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Vraiment, ça m'anime depuis toute petite. Voilà, je vais beaucoup au cinéma. Enfin voilà, c'est pour répondre à ta question depuis toujours, enfin presque toujours. Ok. Oui, moi aussi. En fait, j'ai toujours écrit des histoires. Disons que j'ai commencé très jeune à écrire. J'écrivais des premiers débuts de romans inachevés, des histoires. Ça pouvait passer un peu par le dessin. Et assez vite, mon père avait une caméra et je lui piquais tout le temps. Il m'apprenait, il me disait toujours « fais court, c'est trop long ». Est-ce que c'était une mini-DV ? Non, c'était pas une mini-DV. Ça m'embête de pas avoir le modèle. C'est une espèce de grosse caméra comme ça. Et ensuite, je suis passée à la mini-DV, bien sûr. Quand même. Mais j'ai commencé à écrire des scénarios pour ma famille. Et je les mettais en scène dans des histoires. J'ai retrouvé des trucs exceptionnels avec mes grands-parents. Cool. Et voilà, j'aimais bien ça, déjà, commencer à écrire des histoires et mettre en scène les autres. D'accord, donc toutes les deux très jeunes, finalement. Oui. D'accord, ok. Et est-ce que... Muriel, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué? Un film qui a un peu qui a déclenché tout ça? Que tu as vu au cinéma ou alors sur une VHS, que tu as rayé La question sans préparation. Il y a beaucoup de films. Les premiers, j'aurais un peu de mal à peut-être les Hitchcock. Les premiers, les Hitchcock, je dirais. Enfin, tous les Hitchcock, j'ai adoré. J'adore cette mise en scène, ces histoires. Et t'avais quel âge? Assez jeune, je dirais vers 8 ans, 9 ans. Il y en a un en particulier, t'as vu et tu t'es dit waouh. Ouais, les oiseis. J'étais sûr. Je suis originale. En même temps, il était tellement impressionnant ce film pour son époque que c'est normal qu'encore aujourd'hui il nous marque. Donc moi, ça me choque pas trop. Ouais, c'est marrant. Quand t'as posé la question, je savais pas quoi répondre. Ça me vient tout seul comme ça. Ok. Les oiseaux, The Birds. J'ai vécu une expérience ce week-end avec un oiseau qui m'a fait penser au film. Voilà, je vous le dis. Que de points communs, Audrey. C'était quoi m'a volé un croissant. Il t'a volé un croissant? Ouais, c'était une mouette? C'était pas une mouette, c'était le goéland. Ah ouais, bon, c'est de...
Bon, voilà, il fallait que ce soit partagé. Non, mais de toute façon, c'est à peu près les mêmes genres d'oiseaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect de la distance, c'est dingue. Ah bah ils prennent le pouvoir en tout cas. Ah mais c'est puis surtout, je sais pas si c'était une plage balnéaire, mais dans les coins où c'est vraiment balnéaire, c'est la vue de la bouffe devient... Ils ont compris quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, comment survivre. Et non, pour te répondre, moi le film qui m'a marqué petite, c'était Le Grand Bleu. Ok. Je crois que c'était un des premiers films que j'ai vu qui soit pas un dessin animé au cinéma. Et c'était incroyable, quoi. T'avais quel âge ? Mais je veux pas dire n'importe quoi, faudrait que je vois quand est-ce qu'il est sorti. Mais j'ai en tête peut-être 7 ans. Ok. Un truc comme ça, à vérifier. Et donc c'est des films qui vous ont donné l'amour du cinéma, mais c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand vous avez vu ces films-là, vous vous êtes dit waouh, c'est un art à part entière, mais c'était pas encore un déclencheur de vos carrières. C'est-à-dire que ça a été juste le point de début on va regarder, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en découvrir plus. C'est ça, c'était pas un déclencheur de carrière, c'était plus tard quand même. Moi, c'était plus tard. Oui, c'est pas forcément un film qui te dit je vais être réalisatrice, c'est vraiment, comme je te disais, déjà une passion. Et puis j'ai envie de dire de l'art en général. Je pense que quand on s'intéresse au cinéma, à ce métier, en général, on s'intéresse beaucoup à beaucoup d'art. Donc moi j'ai eu de la chance avec ma famille d'aller beaucoup au théâtre, au musée, même lire de la poésie. Tout ça, ça nourrit. Quand on va voir un film, ça nourrit aussi cet espace de création et d'envie pour plus tard, je pense. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que tous ces arts se répondent. Et c'est assez difficile de savoir exactement je serai réalisateur. Le déclencheur, bien sûr. Ouais. Et donc toi, Audrey, tu disais que tu filmais pendant ton enfance. Qu'est-ce que tu filmais ? Donc je filme... Alors, j'ai commencé par vraiment mettre en scène mes grands-parents, mon père, ma mère. J'écrivais des histoires, souvent des histoires d'amour compliquées. Et je demandais à ma sœur de jouer. Là, j'ai retrouvé des choses où elle était détective. Trop bien. Beaucoup de questions sur les différences de milieux sociaux. Donc voilà, je faisais Déjà engagé. Oui, très engagé. Je faisais plein de petits films comme ça. Ok. Après, plus tard, en grandissant, j'ai fait des interviews un peu. J'allais dans la rue, je posais des questions. Okay. Ça, c'est mon côté journaliste. Et ensuite, j'ai commencé à filmer des plans, des plans dans la rue que je montais. Et c'était quoi le déclencheur de je vais commencer à filmer ? Je crois que c'est quand j'ai vraiment eu ma DV. D'accord, ok. Ouais. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, tiens, je vais filmer des trucs. Ouais, je filmais tout le temps. Okay. Je l'avais tout le temps avec moi. Et puis là, je filmais vraiment tout le temps. Et puis je montais. Je me souviens que je montais, je transvasais ça sur VHS. C'était tout un espèce de truc... énorme. Ouais, énorme. J'étais dans ma chambre assise par terre. Ça me prenait des heures. Avec l'espèce de petit tableau, là, le truc, c'est ça ? Exactement, ouais. Je vais très bien. Énorme. Toi aussi ? Alors moi, non. Parce que moi, je ne suis pas de la... Je suis plus jeune. Tu vas pas dire ça. Mais pas du tout. Non, je suis plus jeune. On n'a pas dinosaure. Exactement. Non, je suis plus jeune. Donc moi, ça a été souvent... prendre l'appareil photo, c'était l'époque où ça commençait à filmer. Donc c'était pas sur des cassettes, c'était sur des vieilles cartes SD de 12 mégas. C'était incroyable. Donc on filmait des trucs que moi, je n'ai jamais montés. Ah. C'est-à-dire, ça restait sur les trucs, parce que sur les appareils photo, les choses comme ça, parce que l'ordinateur, c'était l'ordinateur de la famille, fallait le logiciel, fallait un truc. J'avais pas accès. Et c'est plus tard où j'ai commencé à bidouiller des trucs, mais genre vraiment tardivement, où j'ai commencé à prendre les vieilles cassettes. Je trouvais ça génial, tous les trucs. J'ai démonté beaucoup de caméras. C'est pas bien, faut pas faire ça. C'est des beaux objets. Oui, pour comprendre. Mais, et donc toi, Muriel, est-ce que tu t'as filmé un peu dans ton enfance Oui, mais ça y est, tu me fais revenir dans ce magnifique passé de l'enfance. Moi aussi, je faisais des films l'été avec mes cousins. S'ils m'écoutent, j'ai quand même fait un film d'horreur avec ma cousine qui s'est retrouvée seins nus dans la baignoire avec plein de faux sang. Et avec tous mes cousins qui étaient autour. Oui, on y revient. J'ai pensé à ça quand tu as dit des enquêtes. Je faisais le détective dans la campagne et on filmait. Je sais plus trop quelle caméra, mais ouais, c'est chouette. On a commencé tôt. Créer des histoires et puis embarquer la famille, les amis, ouais. Sans qu'ils aient trop le choix, parce que ça, c'est... Ouais, on avait même mis un petit carré blanc en bas à droite, on avait bidouillé interdit aux enfants. Ah, trop marrant. Voilà. Mais ce qui est sympa dans ces souvenirs, je pense que toi aussi, de ce que je comprends, c'est que tout le monde jouait le jeu. En fait, moi, mon entourage, il était content. C'est vrai que ça leur prenait du temps, il fallait qu'ils apprennent des textes. Oui. Et puis en plus, j'étais quand même... je leur disais vraiment ce qu'il fallait faire, etc. Et ils jouaient le jeu, c'était vraiment des très bons souvenirs, joyeux, quoi. Exactement, ouais. Et donc, c'est là, vous avez commencé à filmer des choses, vous avez commencé
abordé sans vraiment s'en rendre compte que c'était de réaliser quelque chose? Et à quel moment ça a été un peu, vous êtes dit, ah, j'aimerais bien faire mon métier quand même? Est-ce que vous avez peut-être... Alors ça peut être un événement marquant. Moi, ça a été un film qui a commencé j'ai commencé à me poser des questions. Je sais que pour beaucoup, c'est le cas. Mais vous, est-ce que vous avez un événement particulier ou alors juste un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, réalisateur, voilà, je vais en faire mon métier, je vais gagner ma vie comme ça? Grande question, Louis. Écoute, moi, je pense que j'ai, peut-être un peu comme toi, Audrey, j'avais une facilité à m'inventer des histoires. Enfin, j'ai 1000 films dans ma tête. J'ai 1000 imaginations, j'ai 1000 histoires que j'ai envie de raconter, mais ça part dans plusieurs genres différents, plusieurs personnages, depuis toujours. Et comme j'ai cette passion de cinéma de grand écran, enfin voilà, de sans limite, d'histoire sans limite, que tout est possible. Du coup, je dirais que ce métier de réalisateur, avec ce côté, on réalise ensemble, avec plusieurs métiers créatifs. Moi, mon papa travaille dans la publicité, donc aussi ce regard d'exigence sur des films aussi, voilà, de création. Il m'a habitué aussi à ce pouvoir des images. Et du coup, je sais pas, enfin moi, comme je t'avais dit, passionnée par cet art depuis toute petite, et du coup, avec cette facilité d'inventer des histoires, je me suis dit, voilà, faut y aller, quoi. Enfin, ça a mis du temps, on en parlera tout à l'heure, mais... Donc ça a été progressif chez toi? C'est plutôt progressif, mais voilà, comme un beau chemin. Voilà. Et est-ce que à partir du moment où tu as eu cette envie qui a grandi, tu t'es dirigé vers des études? Oui, du coup, alors mes parents voulaient pas que je fasse des études de cinéma, mais même s'ils m'accompagnaient, tout le monde sait que je voulais faire ce métier, mais voilà, comme tu disais au début, c'est un métier qui peut être quand même angoissant et précaire. Du coup, j'ai fait du journalisme, la publicité, mais voilà. Et ma grand-mère a quand même financé des études, donc j'ai fait l'ESSEC à Paris, qui est une école privée de cinéma. J'ai adoré parce que je me suis retrouvée avec plein d'étudiants passionnés de cinéma de l'Europe entière. Enfin, à l'époque, c'était assez ouvert. Donc ça a été aussi le déclic. On avait créé une production, à l'arrache production. Enfin voilà, on a fait plein de films. Et j'ai adoré. Et là aussi, ça a été un autre déclic en pensant au chemin d'étape. Et puis j'allais beaucoup au cinéma. Donc quand je voyais des grands films, je me disais, c'est ça que je veux faire aussi. Mais t'as fait quoi comme étude juste avant? T'as fait, j'ai fait un DUT de publicité. D'accord, ah oui, c'était quand même un peu... journalisme, et ensuite l'ESSEC. Ok, donc quand même relié à l'image, ce que t'as... Oui, à l'écriture. À l'écriture et à l'image. Je m'étais dit concepteur-rédacteur en publicité, c'est pas mal, parce que tu écris les slogans, C'est vrai. Mais comme tu disais au début de l'émission, je me suis retrouvée en stage dans un bureau, enfermée, je pouvais pas, c'est pas possible. Je regardais dehors toute la journée, les petits oiseaux qui m'attaquaient pas encore, mais... Et journaliste, c'est super chouette parce que voilà, tu rencontres plein de gens différents. Je pense qu'aussi on a cet amour de l'humain quand on fait ce métier. Bien sûr. Rencontrer plein de gens différents, mais bon, je pense qu'une équipe de tournage, c'est magique. Voilà. Il n'y a rien de mieux. Et toi, Audrey, alors moi... est-ce que tu as eu le déclic? Quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, je vais en faire mon métier? Ça a été quoi les étapes? Moi, après mon bac, j'ai fait une école américaine de médias. J'ai fait de la communication pendant 3 ans. Et en fait, ce que j'aime dans le système américain, c'est que tu as plein de cours différents. Donc, tu vas être un peu obligé d'étudier la science, mais tu vas aussi étudier le théâtre. Il y avait un côté journalisme, etc. Et dans un cours, je crois que j'ai pris de cinéma, on devait réaliser des petites choses, je ne sais plus si c'était des courts-métrages ou des pubs. Et j'avais adoré faire ça. Et donc, après ça, je me suis dit, j'aimerais bien faire une école de cinéma. Donc, j'ai fait l'ESRA, que tu connais. Que je connais. J'ai fait l'ESRA grâce à l'aide de mes parents qui m'ont, mine de rien, toujours soutenue. Même si eux, venaient pas du tout de cet univers-là, etc. Je pense qu'ils savaient que j'avais cette fibre-là et puis ils pouvaient m'aider. Donc, ils l'ont fait gentiment, sans du tout essayer de me réfréner. Et en arrivant à l'ESRA, quand tu écris le scénario, s'il est choisi, à ce moment-là, tu dois réaliser ton film. Oui, bien sûr. Et donc, première année, mon scénario est choisi, je dois réaliser mon film et je me retrouve face à... Donc, j'étais plutôt dans l'écriture, même si j'avais commencé à toucher un petit peu la réalisation du bout du doigt, et je le faisais d'ailleurs, mais je ne m'étais pas dit, tiens, je veux forcément être réalisatrice. Je pense que je voulais plutôt écrire.
Et à ce moment-là, donc je dois réaliser mon film et je me retrouve à chapeauter une équipe donc à ce moment-là d'élèves de 15 personnes peut-être, principalement masculines. Et en fait, j'adore. J'adore cette expérience sur 2 jours de tournage où il faut toujours trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentent. Et dans ce métier, il y en a tout le temps. J'adore l'énergie de l'équipe, tourner avec les comédiens, etc. Bref, tous les postes techniques et tout. Et là, j'ai cette révélation dont tu parles. Et je me dis, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça ma place, c'est ce décor que j'aime. Trop cool. Voilà. Et comment est-ce que vous avez vécu vos études ? Parce que ESSEC, ESRA, c'est des études, donc c'est des écoles privées. Je sais pas comment marchent les ESSEC. C'est tronc commun au début et spécialisation à la fin ? Alors, à l'époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, non, c'était en 2 ans. Donc, c'était en 2 ans, à la d'accord. cool. Okay. Tout le monde, il n'y a pas de tronc commun. Enfin, tout le monde était ensemble. Je pense que c'était plus cool. Il y avait moins de personnes qui voulaient faire du cinéma. Donc, tu avais vraiment des vrais passionnés. Il y avait plus une sélection. Donc, donc voilà. Et tu choisissais d'une spécialité. J'avais choisi assistanat réalisation. Ok. Et pourquoi tu avais choisi ça ? Parce que ça allait dans la réalisation. Enfin, t'avais pas l'option réalisation. Ah, il n'y avait pas l'option réalisation. Non, ils étaient coquins. Ils te faisaient... Enfin, c'est bien. Tu passais par les étapes. Les étapes parce que je valorise aussi, qui est un beau métier aussi, assistant. Mais... Parce qu'à l'ESRA, tu avais l'option réalisation. Ah, d'accord. Oh là là, excusez-moi. Non, et on est formé en 3 ans, pas 2 ans. C'est 3 ans. Dans le quartier de Paris, là. Attention. Voilà, non, mais c'est en 3 ans. Pour remettre un peu les pendules à l'heure. C'est vrai que l'ESRA, c'est 3 ans. Il y a 2 ans de tronc commun. Et après, c'est la dernière année spécialisation. D'accord. Après, voilà, c'est le fonctionnement et le système de l'école a été remis en question récemment par le nouveau directeur et tout ça qui a un peu tout chamboulé. C'est vrai que moi je sais pas comment c'était parce que ça a beaucoup changé. Déjà moi depuis que j'y suis plus ça a complètement changé et quand j'y étais c'était le tronc commun. On revenait beaucoup sur de l'analyse de films même s'il y avait 5 noms différents pour des cours qui se ressemblaient énormément avec des profs différents mais bon on regardait des films et on les analysait quoi. Donc entre le scénario, la mise en scène et la Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, ça se ressemblait beaucoup. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te demande par rapport à l'ESSEC, parce que nous, en tout cas moi, c'est le ressenti que j'avais eu à l'ESRA, en termes de pratique, surtout quand on débarque du bac, moi c'est direct sorti du bac, j'ai fait ça. Ah oui. Et donc on a un peu ce truc où on a moins la hargne, on a moins le truc où je vais y aller, et l'école pousse pas énormément à ça. En tout cas, c'est ce que je trouvais à l'époque. Ouais, moi j'avais la hargne vraiment. Je pensais c'est ça. pas de la hargne, c'était plutôt j'étais hyper passionnée. Ouais. J'avais hyper envie. Donc en fait, à chaque fois, c'est vrai que si tu restais sur le côté, etc., tu faisais partie d'une équipe et tout, mais tu n'étais pas forcément leader du projet. Bien sûr. Ouais. Et moi, j'avais vraiment envie, donc j'ai eu la chance de pouvoir être leader sur tous les projets pendant 3 ans, je pense, et rencontrer plein de gens. Rentable, non. Non, mais on s'entend. Oui, rentable sur l'école. Non, ouais, et puis je vous raconterai, mais faire des rencontres, notamment une rencontre professionnelle qui a quand même été extrêmement importante pour moi dans ma vie. Mais ça, c'est sûr que je pense qu'il faut se dire, je suis là, autant y aller à fond. Oui, comme tu dis, rentabilise mes heures, ça c'est sûr. Et toi, c'était t'as quand même eu de la réalisation, de l'écriture Ah oui, moi j'étais comme Audrey, tellement heureuse d'être dans cette école, faire ce que j'aime avec des passionnés. Il y avait pas mal de tournages, quand même pas mal de trucs sympas à réaliser, de tourner pendant 48 heures sans dormir, des trucs comme ça, assez rigolo. C'est trop bien ça. Et puis j'avais cette notion que ma grand-mère m'avait offert l'école, donc fallait ce côté. C'est quand même une chance incroyable. C'est ça, oui. Et j'avais cette conscience-là, donc c'est chouette. Ouais. Et à partir du moment où vous étiez dans cette école, vous avez fait les études, ça a été comment au moment de sortir ? Là, comment ça s'est passé ? De sortir de l'école ? C'est ça, ouais, la sortie de l'école. Moi, il faut que je te raconte d'abord l'école. Alors, vas-y, raconte, mais carrément. Comment ça s'est passé, l'ESRA ? En fait, l'ESRA. Incroyable l'école. Non, moi, j'ai adoré l'ESRA parce que... Non, moi aussi, j'ai bien aimé. Parce que, justement, alors, après 1 an, oui, c'est ça, la 2e année, je rencontre Fred Perrault, avec qui je travaille, qui est mon co-réalisateur, co-scénariste. On forme un binôme aujourd'hui. Et je le rencontre en 2e année, on devient copains, et on se dit comme ça un peu... tiens, si on travaille ensemble. Et on décide d'écrire un projet qui finalement on peut réaliser, donc on le réalise. Et puis ensuite, on a réalisé les autres projets jusqu'à la fin de l'ESRA.
Et alors qu'on voulait tous les deux travailler individuellement, on n'avait jamais prévu de travailler en binôme. Je pense que c'est compliqué de le prévoir d'ailleurs. En fait, on a trouvé... j'ai trouvé un peu mon frère, quoi. Et il a trouvé sa sœur. Je sais qu'il ne pourra pas me contredire. Et voilà, et à partir de là, il est né vraiment un duo hyper enrichissant pour nous deux personnalités très différentes, un homme, une femme, et toujours avec quand même les mêmes envies artistiques. Et puis, moi, ça a toujours été un plaisir de travailler avec lui. Je veux dire, on a toujours beaucoup ri. Et c'est comme jouer, voilà, c'est comme si je jouais au mur et puis d'un coup, j'ai pu faire du ping-pong ou du tennis, quoi. Ok. Voilà. Okay. Bon, ça, c'était l'ESRA. Et à la fin de l'ESRA, donc, on avait un film à réaliser pour la fin d'année. On pouvait gagner le prix du meilleur court-métrage de fin d'année, quoi. Et on avait fait un faux documentaire sur l'inventeur du suicide parfait, donc dans les années 60. On avait tourné avec Patrick Bouchité, qu'on avait été récupéré... Enfin, on avait réussi à le convaincre de tourner avec nous en trouvant son adresse dans les pages qui sont maintenant les pages blanches. On avait été sûrement faire le pied de grue en bas de chez lui. Enfin bon. Et on avait fait ce faux documentaire qui était peut-être un peu audacieux parce que d'abord le suicide parfait, puis on avait tourné en Super 16. Ah mais oui, c'est vrai que nous c'était plus PLH. Vous, c'était plus le cas, ouais. Non, nous c'était on était à l'Alexa, c'est ça, Alexa Mini. Ouais, pas mal aussi. Ouais. Mais c'est vrai que donc on avait ce grain-là, on avait pu faire de la Super 8. Enfin, on s'était vraiment amusé avec tout ça. Et on avait gagné finalement, parce que c'était pas gagné, mais on a finalement remporté le prix du meilleur court-métrage de fin d'année de nos études. Et il y avait merci. Bonne Pioche qui nous avait remis le prix, donc le producteur de chez Bonne Pioche. Mais oui, je vois très bien, énorme. Et c'était super, on était hyper contents, c'était super émouvant pour nous. Voilà, c'était un espèce d'accomplissement de ces 3 années. On ressortait plein d'espoir, les voiles gonflées à bloc. Et puis notre court-métrage a été repris par une boîte de production qui s'appelait Blue Marlin, qui a décidé de remonter le court-métrage qui faisait 26 minutes. Et là, on en a fait un 15 minutes. Et voilà, enfin, c'était le début de la suite. Ok, trop cool. Et toi, Muriel, donc la sortie d'école, ça s'est passé après ça. Alors moi, ayant fait cette spécialité assistante réal, je me suis lancée en assistante réal. À l'époque, qui n'est pas, je rappelle, pas si lointaine, on trouvait plus de boulot à la télévision. Donc, j'ai tout de suite travaillé très rapidement. J'ai eu mon statut intermittente très rapidement en travaillant pour des émissions de télé-réalité type Nouvelle Star, The Voice. Donc, je me suis pas mal amusée sur des plateaux, voilà, faire les castings dans toute la France, en Belgique. Donc, ça, c'était assez rigolo pour Fremantle. Et je faisais aussi la matinale le matin sur Canal+. Donc, ça, plus difficile en assistant réel, donc les plateaux directs avec les hommes politiques, très tôt le matin. Enfin voilà, ça c'était assez exigeant. J'ai fait ça pendant longtemps, donc j'ai quand même trouvé du boulot très rapidement, mais j'avais aussi un stage de 3e assistante sur un long métrage avec Irène Jacob et ça me plaisait énormément aussi. Le long métrage Ouais, mais du coup, moins rémunéré. Mais du coup, quand même, j'ai choisi la télévision un peu par ce côté aussi. J'étais avec une amie qui avait fait Les Ecs, j'embrasse Mélanie Fresnel, une autre amie réelle. On l'embrasse tous. On l'embrasse, Fresnel comme la Fresnel, pour les signes. C'est vrai que c'est une coïncidence. Mais oui, tu connais Louis. Du coup, tout ça pour dire que j'ai quand même travaillé 10 ans à la télévision et un jour je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû m'accrocher à ce stage de 3e ou 4e assistante réelle, c'est pas grave en long métrage, parce que c'est ça que je voulais faire, moi, la fiction sur des plateaux de cinéma. Et la télé, je valorise aussi, c'était une bonne expérience d'exigence et de talent aussi, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, voilà. Continue, dis-nous en fait. Tu vois, c'était quoi après je me suis mariée, je suis partie en Norvège, donc super expérience aussi de vivre à l'étranger. Complètement d'accord, c'est magnifique la Norvège. You know Norway. Ah ouais, j'ai fait du stop jusque là-bas. Mais non. Si. Et tu es allée à Stavanger? Non, je suis allée à Trondheim. Ah ouais, super. Je suis allée jusqu'à Trondheim, mon stop. Pas mal, bravo. Merci. C'était pas facile. Bravo. Ok, incroyable. Et voilà, donc du coup, ça m'a un petit peu arrêté l'intermittence et est arrivé assez rapidement ce fameux confinement. Et là, j'ai envie de dire merci pour moi, en tout cas, ce confinement en expérience professionnelle, puisque j'avais quand même ces scénarios que j'avais écrits de films, j'en avais plein. Et certaines copines, dont Audrey, qui est à ma droite,
qui m'appelait, qui me dit « Mais Muriel, appelle les producteurs. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends ?» Et elle m'a bien boostée. Merci Audrey, je te remercie encore. Et j'appelais les producteurs et ces chers producteurs s'embêtaient comme nous tous et ils me répondaient tous. Et ils adoraient mon scénario. Donc ça a été aussi le déclic de faire ce que j'aime, de réaliser, à produire un court-métrage. Enfin voilà, c'est parti de là, moi, depuis l'après-confinement. On a tout de suite tourné rapidement. Donc là, les décors dispo... Les acteurs trop contents de tourner, donc j'ai eu des beaux castings, voilà, donc ça m'a vraiment, voilà. Mais c'est vrai que la valorisation un peu de son travail, parfois ça nous renforce dans cette idée qu'on est en train de faire le bon choix, parce que je pense qu'on a tous eu des doutes à un moment, et puis on tombe sur quelqu'un, et inconsciemment, je pense que la personne en face parfois ne se rend pas compte que son avis sur la question va peut-être avoir énormément d'impact sur le reste. Et je sais qu'on a tous à un moment vécu quelqu'un qui nous a dit quelque chose, ça peut être un compliment, un petit compliment ou un gros compliment, et on s'est dit waouh, là c'est ok, d'accord. Donc en fait c'était un rêve peut-être inaccessible, et là il devient un tout petit peu plus accessible. Et je comprends, c'est presque enivrant. On a envie de se lancer à 200% dedans. Et donc ce court-métrage, ça a été... Tu le dis parfaitement bien, parce que je voudrais aussi parler de la formation à audience, quand tu as été intermittent. Je ne sais plus le nom de la formation, mais que m'a conseillé une autre amie, Mathilde Ferry, que tu connais bien. Je parle d'elle aussi parce qu'elle m'a énormément boostée. Et qui est une formation pour justement gagner confiance en soi. Et ça aussi, ça m'a aidé pour développer mon projet. Et trop bien. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin de important. Mentor et puis de validation sur le chemin, ça c'est sûr. Et toi, est-ce que parce que toi, t'as beaucoup travaillé avec Fred. Oui. Même à l'écriture, vous avez toujours tout partagé. Oui, toujours. Ça a été quoi après, l'étape d'après? Vous sortez d'école, donc en 15 minutes, j'imagine que ça veut dire que participer à des festivals, c'est ça? Oui, exactement. Ok, d'accord. Et il y a eu des festivals qui vous ont apporté des choses, des contacts, et vous avez pu vous lancer, ça... En fait, avec ce premier court-métrage, on avait gagné aussi un prix qui nous a permis d'en refaire un autre. En fait, ensuite, on a fait plusieurs courts-métrages. Donc d'abord, autoproduit, avec une amie qui nous avait aidé à faire un Ulule, etc. Enfin, on avait toute une équipe derrière nous, parce que ça a vraiment toujours été ça, déjà à l'ESRA, et puis ensuite, d'avoir des gens derrière nous, des équipes qui travaillaient gratuitement, en fait. On était en système D pendant longtemps. À l'ESRA, etc., c'était des étudiants. Et donc, après, on a fait un premier court-métrage qui s'appelle Ridicule. On était parti d'une thématique, donc qu'est-ce que la différence, comment la vivre. Et on avait fait un petit court-métrage de 5 minutes donc, sur un homme qui a des bois de serre sur la tête et qui s'est toujours senti différent des autres. Cause. Et en fait, on avait dans l'objectif de se rapprocher un tout petit peu du format publicité pour pouvoir se vendre dans ce domaine aussi. Oui, bien sûr. Donc on a fait ça, et puis on a gagné le prix du meilleur court-métrage au Festival de l'Alpe d'Huez. Ok. Une comédie, donc ça c'était une expérience de dingue. Surtout qu'on avait des copains, on avait un copain qui connaissait, je sais pas qui dans le jury, qui nous avait dit non, mais c'est mort, vous avez perdu, ce sera pas vous. Sympa. Ouais, mais je sais pas quelles étaient ses sources et pourquoi, mais donc on n'avait même pas eu de place dans la salle, on était assis par terre, et là on entend notre nom. On avait gagné le prix, donc on est monté, on s'y attendait pas du tout, et c'était vraiment hyper fort ce prix pour nous, parce que d'abord on était 2 pour le partager déjà, et puis on était chacun avec celui qui est mon mari maintenant, et lui sa petite amie Amélie, que j'embrasse. Et donc voilà, donc ce court-métrage Ridicule qui a été très important. Ensuite on a fait un autre court-métrage produit par Nelson Grenassia et Gabriel Festock, Yukun Kun Productions. Ah oui, ok. Maintenant se sont bien développés. Et là, on a fait un court-métrage qui s'appelle Sweet Mosquito sur la réincarnation, qui est aussi... c'était super, c'était notre premier court-métrage produit. Donc, alors pour le coup, les gens étaient payés. On avait des subventions, on avait la ProCirep, Canal+, le Languedoc-Roussillon. Et donc, on a été tourné dans le Sud. Et c'était une super expérience. On a créé des décors. Le chef décor était incroyable. Marc Baroyer, je me souviens que d'avoir vu ces décors prendre vie, qu'on avait tout storyboardé, qu'on avait inventé. Donc, c'est toute une société souterraine donc, qui existait, c'était formidable. Et ce court-métrage a été dans pas mal de festivals. Est-ce qu'il a fait Clermont ?
Je crois pas qu'il ait fait Clermont. Ok, d'accord. Je crois qu'on n'a jamais fait Clermont. Ok. Ouais. Parce que ça me dit quelque chose. Si. Réincarnation et moustique, ça me dit un truc. Je me demande maintenant, mais je suis pas sûre. Non, peut-être pas. Ouais, vas-y, pardon, continue, vas-y. Mais oui, t'as raison, les moustiques, ouais, c'est ça. Donc on a fait ça. Après, pardon. Qu'est-ce qu'on a fait après ? Plein de films. Vous avez enchaîné, vous avez rencontré... On a fait du clip, on a fait pas mal de clips, on a fait de la publicité, un petit peu. On a écrit pour le théâtre, et puis en fait, ensuite, on a signé notre premier long métrage. Donc on était scénariste, on a écrit plusieurs projets, et on a écrit un premier long métrage. Et là, ça n'a pas été là où je pensais que ça irait. Voilà, je sais pas si je continue ou... Tu teases, vas-y. Je savais que tu ferais un truc. Je vais vous poser la question à partir de quand, en fait, vous êtes considérée comme étant réalisatrice. Est-ce qu'il y a eu un moment où, parce que on a tous le syndrome de l'imposteur, il y en a qui considèrent qu'ils sont réalisateurs qu'à partir du moment où ils se rémunèrent avec ce métier. Il y en a qui se considèrent réalisateurs à partir du moment où ils sont derrière la caméra, sur le plateau, à dire et action. Et donc voilà, est-ce que, Muriel, dis-nous, à partir de quand tu t'es considérée réalisatrice ? Est-ce que tu te considères aujourd'hui réalisatrice ? C'est une excellente question, Louis, que tu poses. Je crois que le premier jour de tournage donc Burn, c'est mon premier film produit par Séquence Clé Productions, avec Ralph Buster, j'embrasse mon producteur qui me suit depuis. Le premier jour de tournage, quand j'ai vu ces 35 personnes qui travaillaient pour moi sur le décor avec mes comédiennes, qui étaient exactement comme j'imaginais, dans leurs costumes, j'ai tout préparé en amont avec toute mon équipe que j'adore. Quand la caméra est là, que justement tu dis « et action », comme tu le dis si bien, là j'ai eu quand même un frisson. Je me dis, moi c'est pas du tout par rapport à la rémunération, c'est pas par rapport au statut. Après il y a cette étape-là sur le tournage, d'être un peu le chef d'orchestre, d'être chef, enfin j'aime pas trop ce mot chef, mais c'est t'es dans l'orchestre, c'est toi qui tu connais, voilà. Oui, okay. Mais voilà, sur ce plateau, quand le silence se fait et que tu as toutes ces personnes qui travaillent pour toi, c'est assez magique. Et aussi le jour de l'avant-première, la projection, quand il y a ton film sur grand écran, ça aussi c'est des frissons. Et c'est un moment suspendu. Tu dis, j'ai fait ça. Tu sais pas comment tu l'as fait. Tu sais pas, parce qu'il y a beaucoup de conscient, d'inconscient. Il y a le film qui existe, avec beaucoup de travail de production, post-production. Ouais, bien sûr. Il est là. Et là, tu dis, Et aussi l'étape ensuite. Festival. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de prix aussi en festival. Des festivals, pas Clermont, mais des festivals sympas aussi à travers le monde. Donc ça, c'était super chouette. Là, tu te dis, c'est même pas pour avoir un prix, mais c'est te dire, comme tu dis, d'être réalisatrice, d'aimer faire ce que tu fais. Et mais c'est dur, en vrai, d'aimer... Enfin, je sais pas vous, mais aimer un film quand il vient de finir, pardon, c'est super dur parce qu'on voit tous les défauts. Ouais, on est sûr. le premier à voir... on est la première personne, quand on voit le film, toutes les choses qu'on avait imaginées... Est-ce que ça match avec l'idée qu'on s'était fait de la chose ? C'est toujours compliqué. On se juge énormément. Donc c'est vrai que d'avoir une reconnaissance, ça permet aussi de combler un peu ça, quoi. De combler un tout petit peu ses doutes. Oui, puis je pense que c'est des étapes. Enfin, la première fois quelqu'un nous appelle réalisatrice, ça fait bizarre. Et moi, par contre, quand je présente mon film, c'est mon bébé, mais j'arrive à lâcher prise, à prendre du recul. Si je présente le film, c'est que je suis contente. Et pour moi, il n'y a pas forcément de défaut. C'est un travail d'une équipe. Donc, je suis très fière de mes films. Et il n'y a pas ce côté-là. Je pense qu'il faut aussi se détacher de ces films et de se dire, c'est un beau cadeau aussi. Ah, mais c'est important de se détacher. Je suis complètement d'accord. C'est dur. Mais c'est dur, ouais. Mais toi, Audrey, comment tu le vis ? Et j'avais entendu Lou Doyon, je crois, qui disait justement qu'être artiste, c'est ça, c'est qu'à un moment, le produit n'est pas parfait. Mais c'est réussir à le mettre au monde. Parce que sinon, on peut travailler, être perfectionniste et le travailler pendant des années, puis il ne verra jamais le monde. Et le but, je crois, en tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais, mais c'est sûr que vous aussi, c'est d'aller toucher l'autre avec son travail. Et sans doute pas parfait, pas abouti. Et je vois très bien ce que tu veux dire, parce que c'est sûr que dans les moments de projection, moi, c'est pas le moment que je préfère. J'ai pas envie de revoir le film parce que je vois tout, etc. Mais ce que j'ai aimé dans certains moments, par exemple, c'est quand t'entends des rires, si tu veux faire rire. Oui, c'est ça. Ça, c'est... on en parlera. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'était le but premier. Et puis, je ne sais plus quelle était la question. Non, mais moi, c'était vraiment... Quand
Quand est-ce que tu t'es considérée réalisatrice ? Déjà, j'aime beaucoup ce mot, réalisatrice. Qu'est-ce qu'on réalise ? Ça claque, hein. Réalisateur, réalisatrice, on appelle ça. Genre director, bon. C'est moins beau. C'est moins beau. Mais je pense que c'était vraiment ce premier tournage à l'ESRA, où j'ai dû être réalisatrice et vraiment, comme tu dis, un peu chef d'orchestre. C'est marrant, c'est peut-être prendre même un rôle de mère en fait sur un tournage où tu dois répondre aux questions de chacun. Et ensuite, voilà, c'est un rôle que j'aime et que j'ai envie de continuer à incarner et à comprendre. Mais c'était aussi prendre ma place aussi par rapport à Fred sur un tournage, puisque lui, c'est un homme, etc., avec une voix qui porte. Il y a plein de moments où... c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut que chacun trouve sa place. Et côte à côte, comment on fait pour parler chacun aux comédiens, aux techniciens. Bien sûr. Mais ça s'est fait de manière, franchement, assez naturelle. Donc ça, c'était bien. Et donc, toi, par exemple, il y a une question que je pose souvent qui était, alors je mets des guillemets, bien sûr, quel était votre premier vrai projet ? C'est-à-dire le projet, on va dire, le plus professionnalisant, c'est-à-dire le projet où vous êtes rentré dans le milieu, parce que les films autoproduits, ça nous impacte, ça impacte un cercle qui est un peu moindre que le premier projet, par exemple, produit, ou alors, par exemple, la première commande, ça peut être pour... une série, ça peut être pour des pubs, des clips. C'était quoi, toi, Audrey, ton premier projet Alors, on va enlever les guillemets de vrai projet, on va juste dire le premier projet avec des moyens. Ça peut être aussi clip, c'est ça. C'est un truc professionnel. Ce court-métrage Sweet Mosquito qui était produit pour la première fois déjà, ça c'était important. Premier vrai projet parce que faut répondre à une production, il y a des attentes financières derrière, on va dire. Bien sûr, voilà. Ensuite, des clips. On a fait plusieurs clips. On a fait le clip de Something à la mode, featuring Karl Lagerfeld qui est dedans. Et donc ça, voilà, c'était. On a fait quoi d'autre ? On a fait le clip de Doc Gynéco. On a fait Antoine Chance, qui est un artiste belge qui a fait un super travail. On a mis en scène la tournée de la chanteuse Luce qui avait gagné la Nouvelle Star. Donc ça, c'était un projet super intéressant parce que c'était vraiment de la mise en scène, donc quasiment du théâtre. Il a fallu vraiment... on a voyagé avec elle, on a mis en scène son décor, on a inventé l'histoire qu'elle racontait sur scène avec sa personnalité, au gré des chansons. Donc ça, c'était vraiment bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé de la publicité aussi. C'est les premiers projets, donc la première fois qu'on t'a confié un budget hors donc court-métrage. Comment tu t'es senti ? Est-ce que tu t'es dit waouh, oulala, genre moi c'était mes trucs de mon côté, là on passe sur un autre game, ça t'a fait peur, ça t'a... peur... Après c'est vrai que vous êtes deux, donc peut-être que... Voilà. Déjà on se rassure, c'est sûr, à deux. Après il y a toujours la question il y a des moments où il y a une publicité notamment qu'on avait faite où tu sens que c'est pas forcément ce que tu aurais fait toi, c'est pas ton brief, tu l'aurais pas écrit comme ça, mais voilà, parce que tu as envie aussi, c'est très lié à la rémunération, c'est ça qui est compliqué parfois. Il vaut mieux dire non à quelque chose et se respecter. Et donc, c'est vrai que ça, on essaye de plus en plus on a toujours essayé finalement de faire ça, de s'écouter, de faire quelque chose qui artistiquement nous parlait. Et ça a été aussi l'enjeu, plus on a grandi, parce qu'on était beaucoup en fiction en parallèle, et notre but, c'était vraiment de faire un long métrage. Et donc c'est pareil, quand tu rentres dans la production de long métrage, très vite, il y a les appels des sirènes où on a envie d'en faire un coûte que coûte, mais quelle histoire on veut raconter, artistiquement, dans quel univers on veut évoluer. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaye. Et à deux, c'est quand même plus facile de ne pas perdre de vue. Et donc voilà, ensuite, on a signé notre premier long métrage. Donc ça, c'était un moment très important. Ouais, j'imagine. Mais je pensais que quand tu as signé ton long métrage, tu faisais ton long métrage. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Non. Si seulement. Mais bientôt. Mais bientôt, bien sûr. Mais voilà, ça, je pense que pour les gens qui sont aussi scénaristes et réalisateurs, il faut savoir que c'est très long. Moi, je pensais pas long métrage, ça s'appelle comme ça. Et c'est vrai. C'est pas parce que c'est long, c'est parce que tout est long dans le long métrage. Voilà, et c'est long, mais c'est bon. Mais quand je sortais d'école, etc., et que je faisais des courts-métrages, il y avait cette énergie du système D aussi, de toutes les équipes, c'était facile, il suffisait de le vouloir pour le faire. Ensuite, on rentre et il y a beaucoup d'intermédiaires qui se mettent au milieu de la créativité, et c'est super, mais voilà, il y a cette dimension de l'argent qui intervient, et ça, il faut être réaliste, écrire des projets, il faut se demander pour qui, pourquoi aussi, c'est pas seulement pour soi. Qui voudra les voir, enfin voilà, et être d'accord avec son producteur ensuite sur la vision globale du projet, quoi. Et ça, c'est un truc que vous l'avez écrit ensemble, et puis après c'est
C'était quoi les étapes? Vous l'avez écrit ensemble, Oui. ou alors vous aviez déjà un pitch et puis vous l'avez développé, ou alors un jour vous l'avez pitché à quelqu'un qui vous a dit écrivez plus? Non, on avait, alors c'est une bonne question. On avait une idée, on a développé un projet, on avait fait un dossier, je crois, avec un traitement, un mood board sûrement, etc., un dossier type CNC. Et notre agent l'avait fait lire à un producteur qui nous avait, chez Epithète Film, qui nous avait produit. Produit, oui, c'est ça. On était en développement chez eux, donc on avait écrit avec eux, avec une super chargée de développement. On a écrit pendant des mois, des années même, un film. Et on avait aussi coécrit avec une consultante qui s'appelle Anaïs Carpita, qui était super. Donc ça nous permettait, ça permet aussi de faire des super rencontres, bien sûr, de travailler avec d'autres scénaristes. Ça, c'était vraiment intéressant. Et au moment où on était en casting, on nous a dit qu'un autre film sur la même thématique exactement, même si c'était pas le même film, sortait. Mais il sortait. Et donc malheureusement à ce moment-là, notre projet s'est arrêté. On a réécrit un petit peu en se disant c'est possible et tout. Et finalement, non. Et ça arrive très très souvent. Ça arrive très souvent. Est-ce que tu l'as vu ce film? Je l'ai vu, c'est alibi.com. Ça m'a fait, voilà. Ok, wow. Et c'était pas du tout la même histoire, etc. Mais c'était une comédie sur une société qui aide les autres à mentir, en gros. Ouais. Et en fait, quand tu pars en financement, si tu as un film qui est à peu près dans le même avec des acteurs bankable, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça nous a permis de nous réinventer. Parce que je pense que de toute façon, il faut voir comme ça. Dans chaque épreuve, il y a un message. On apprend, bien sûr. On apprend. Et donc, mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce que, ça fait quand même 3-4 ans qu'on écrit, quoi. Est-ce qu'il faut que je change de métier? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais tellement que ça allait se faire forcément. Et en fait, à ce moment-là, je parle avec Fred d'une autre idée. Et on a écrit un autre film qu'on a vendu à un autre producteur, en fait. Et un film qui est encore en train d'évoluer aujourd'hui, mais qui nous parle peut-être encore plus, en fait. Donc, c'est peut-être ça qui était intéressant. Une histoire d'amitié, toujours avec Fred, on écrit toujours des histoires d'amitié. Et voilà, qu'on a pu... mais voilà, ce que j'ai appris, de cette première expérience, c'est aussi qu'on avait mis tous nos œufs dans un même panier. Parce qu'on nous l'avait conseillé. Et donc, on avait... c'est vrai, c'est qui vous a conseillé ça? Un producteur, pas celui qui nous produisait, mais un autre, un ami producteur, nous avait dit, mais... consacrez-vous vraiment à ce long métrage, vous mettez toute votre énergie là-dedans, donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, quand tu donnes 3-4 ans à un seul projet, c'est pas bon. Donc, on avait sûrement continué à faire de la publicité et tout en même temps, mais c'est vrai que je pense qu'il faut écrire beaucoup, bien sûr, faut signer plusieurs développements, etc. Et donc, c'est ce qu'on a compris après. Et mais c'est marrant que ce conseil, parce que ma femme est scénariste, et pour le coup, elle, c'est vraiment l'opposé qu'on lui a conseillé. On lui a dit ne jamais avoir un seul projet. Donc, elle en a peut-être un peu trop. Mon amour, t'as trop de projets. Repose-toi. Mais repose-toi. Elle bosse comme une dingue, mais c'est vrai qu'elle a tellement de projets qu'elle sait que s'il y en a un qui marche, c'est incroyable. Mais c'est vrai que si elle se concentrait que sur un seul... s'il marche pas, ça veut dire beaucoup d'énergie on apprend beaucoup dessus, mais c'est vrai qu'en plus quand on est scénariste, donc pas forcément on va réaliser le produit, ça veut dire qu'il y a vraiment un objectif financier derrière, donc c'est à dire faut vendre cette chose-là, faut que ce soit attractif et voilà, si on met tous ses œufs dans un seul panier. Mais c'est vrai que quand on est réalisateur, on a une autre vision aussi du scénario, on aime bien être à 200% et parfois on oublie un peu qu'il faut... et puis c'est bien de s'aérer aussi, de changer un peu. Oui, c'est ça. Et chaque projet nourrit ton projet, tu vois ce que je veux dire? On l'a vécu aussi. Ouais, complètement. Ça, depuis qu'on a changé ce braquet-là, c'est vraiment positif, ça c'est sûr. Et toi, Muriel, dis-nous. Parce que, alors, oui, je peux continuer le parcours si tu veux. Ouais, vas-y, carrément. Donc toi, t'as été ton premier court-métrage, Burn. C'est Burn dont je parlais. Qui m'a donné un joli élan. Du coup, j'ai écrit un autre film. Donc moi, c'était l'histoire d'une mère et de sa fille qui vivent recluses dans un monde de silence. J'aime bien ce pitch. On a tourné dans le sud de la France. Et là, j'ai réalisé un autre film l'année dernière qui s'appelle Luanda. Louis, tu sais ce que c'est? Tu connais Luanda? Toi qui voyages en autostop dans le monde? Non. Bon, c'est la capitale de l'Angola. D'accord, non, je connais pas, je suis jamais allé dans ce pays. Et du coup, c'était dans la lignée, j'aime bien écrire des histoires, moi plutôt des drames familiaux, sur un père qui cherche son fils. Donc
suite au décès de la maman. Et donc ça, on finalise ce projet, très beau projet avec quasiment la même équipe que Burnt. Donc, projet difficile aussi, mais... Difficile à quel niveau ? Difficile parce que ça demandait énormément de travail. Pareil avec une production, donc tenir les budgets, faire quand même attention. Moi, en général, quand on me dit non, Muriel, c'est pas possible, c'est pas que je dis ah bah si, ça va être possible, mais j'essaye de trouver des solutions. Donc, par exemple, il faut qu'il y ait la pluie. Donc là, on prévoit les pompiers, tout le système, le camion. Bah non, ça coûte trop cher, donc on va... Bon, bah voilà, on trouve des arrosoirs, etc. On se débrouille, mais... Donc, je sais pas pourquoi je raconte ça. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous est tous arrivé. Donc, le c'est pas possible, et puis, voilà, même sur des longs métrages d'ailleurs, ça arrive très souvent. Je vais pas trop développer sur Landa parce que là, le film va bientôt sortir et j'ai vraiment envie qu'il y ait un élan super positif sur ce film. Je suis très, très fière de ce film. Okay. Et c'est plus, j'ai eu des problèmes d'ego de personnalité. Et voilà. Donc, mais c'est bien, on apprend, voilà, Et c'était avec la même production que tu as... Oui, la même production. Okay. D'accord. Et du coup, c'est un métier, moi j'aime bien dire ça aussi, en tant que réalisatrice, il faut aussi avoir conscience de cette chance qu'on a de faire comme métier quand même de l'art, mais que c'est un métier, voilà, il faut arrêter de trop se la jouer en mode je suis réal, je me la joue. Voilà, on n'est pas non plus, on sauve pas des vies et c'est important de le rappeler. Vraiment, je suis complètement d'accord. Pour certaines personnes, voilà. Et je passe ce message. Là, j'étais au Festival de Cannes la semaine dernière. Faut se la péter un petit peu, quand même. Et j'étais contente parce que j'avais peur de rencontrer plein de gens qui allaient se la jouer. Et en fait, non, j'ai eu des super discussions passionnées avec plein de gens différents. Donc, c'était chouette. Et donc là, je termine Luanda. J'ai tourné entre-temps d'autres films pour des concours. Comme le Nikon non, Imagine pour TF1. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et Femmes et Cinéma pour France Télévisions. Et là, du coup, j'ai fait une co-réalisation, je pense à ça, avec Roma Garcia Longoria, qui est scénariste aussi, qui est présidente de Séquence 7. Bah oui, je vois très bien. Une amie de ta femme, sûrement. Non, je suis aussi à Séquence 7. Donc je vois très bien qui c'est. Ok, d'accord. Avec Roma, l'Espagne. Et du coup, c'était super chouette aussi, du coup, de co-réaliser. Parce que moi, pour parler aussi du métier de réalisatrice, ce qui est très compliqué, je trouve, c'est que on fait notre métier, mais c'est rare d'aller sur d'autres tournages et de voir comment font les autres. Acteurs, ils vont sur plein de tournages, ou les techniciens. Nous, on est sur notre tournage, c'est sympa. Donc, c'est chouette d'être confronté aussi à d'autres points de vue, d'autres façons de faire. Bien sûr. Et voilà, donc Roma on est très différentes, mais très complémentaires. Donc, c'était chouette. Et moi, mon objectif, c'est l'écriture d'un long. Et devinez qui m'aide dans ce coaching d'écriture de long. Audrey Audrey Najar Perrault. The Audrey, notre invitée, notre charme. Donc ça s'appelle J'en parle parce que il paraît que quand on en parle, ça se fait. On m'a dit ça à Cannes, il faut se projeter d'être sur le tapis rouge et hop, comme par magie, tu vas y être un jour dans 10 ans. Et vas-y, je sais même pas comment ça s'appelle, moi. C'est vrai ? Ouais. Ah oui. Alors, je suis née au Brésil, donc à São Paulo. Donc, le film s'appelle Sao, comme Sao Paulo. L'histoire d'une disparition d'un majeur. J'ai déposé les droits à la SACD. Là, je vais le faire tout de suite pour pas compliquer. Et voilà, ça, c'est mon projet de long métrage. Il est en écriture. Toujours avec mon producteur. On cherche un coproducteur. Donc, c'est pour ça que aussi j'étais à Cannes pour rencontrer des Brésiliens. Je lance encore l'appel. Donc, on est en écriture avec Audrey. Et ça, c'est j'y crois. Enfin, faut y croire dans ce métier. Voilà, faut pas non plus faire un film. Voilà, j'ai pas à écrire sur des vaisseaux spatiaux qui vont coûter des fortunes, mais je pense qu'il faut. Voilà, c'est un métier. On a envie. C'est un métier d'intuition aussi. Oui. Moi, j'ai des intuitions assez fortes. Je sais que mes tournages, ça va être dur, mais ça va bien se passer. Il faut remonter le moral de tout le monde. Et moi, j'ai eu plein de galères, plein de trucs, mais je sais que ça va le faire. On y va, c'est génial. Et justement, ces galères, ça nourrit le film, ça nourrit les expériences humaines et techniques et artistiques. Mais grande question, comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés, on avait 2 amis en commun. Oui. Je crois que j'en vois une, attends, c'est horrible. Pauline et Morgane. Ah oui, bien sûr, oui. Plusieurs amis en commun. Plusieurs très bonnes amies. Et je crois que Muriel, tu m'avais demandé conseil, non ? Oui, c'est ça. Hein, pour Burnt à l'époque. Pour Burnt, oui, voilà. Que je pense que Muriel m'avait approchée en me demandant conseil parce qu'elle avait vraiment envie de se lancer dans cette carrière et c'était pas forcément de l'appréhension, mais elle se posait un peu la question de comment faire, etc., comment s'y prendre. Et
Et voilà, et donc en fait, on a pris des cafés d'abord, puis plus de café ensuite. Et voilà, et moi j'ai vraiment vu Muriel justement prendre son envol, comme ce goéland dont on parlait. Qui a volé le croissant. Qui a volé le corbeau. Non, et c'est vrai, et prendre de plus en plus d'abord confiance en elle, et puis surtout s'épanouir vraiment dans ses projets. T'en fais beaucoup, donc de plus en plus. Ouais. Et voilà, donc on s'est rencontrés comme ça, et puis maintenant c'est même devenu une énergie pour moi. Elle organise des rencontres justement de réalisatrices et autres, et scénaristes. Et donc je trouve ça hyper fertile et positif. Je vais poser une petite question. Est-ce que ça vous arrive de douter ? Alors bien sûr, oui. Mais quand et pourquoi est-ce que ça vous arrive de douter ? Parce que tout le monde doute, mais il y a des personnes, ça va être au moment de l'écriture, il y a des personnes, c'est au moment de la post-production. Est-ce que vous, voilà, ça vous arrive de douter sur votre rôle de réalisateur, réalisatrice, sur est-ce que, alors ça peut être le syndrome de l'imposteur classique, ou alors est-ce que je suis en train est-ce que c'est la bonne voie, quoi ? Ben, oui, je pense que le doute, vraiment, il fait totalement partie de ce métier et puis de la fibre artistique. Il est sain quand il ne nous paralyse pas. En tant que femme, parce que tu parles du syndrome de l'imposteur, je ne sais pas si je l'ai tellement, mais je crois que beaucoup de femmes l'ont. Beaucoup. Et donc, je pense que sans doute, je dois l'avoir, en fait. Et donc, beaucoup de femmes l'ont. Et donc, c'est vrai qu'il faut à un moment accepter d'être sur un plateau, justement, en tant que femme, et de pouvoir donner des indications aux hommes sans qu'ils le prennent mal. Bon, heureusement, ça a bien évolué et on en est quand même un peu moins là. Mais voilà, le doute, il est là à l'écriture. Mais voilà, pas paralysant. Et moi, le doute, il est surtout là pour le côté financier, en fait. Sur la précarité de ce métier. Voilà, et j'aimerais qu'un jour, ce ne soit plus précaire du tout. Et pour pouvoir vraiment s'amuser totalement à raconter des histoires et à créer ce lien avec les spectateurs, sans avoir ce doute-là de, ok, mais est-ce que ça va à la fin du mois financièrement ? Parce que c'est un peu un caprice d'être réalisateur, en fait. Oui, complètement. Mais est-ce que c'est pas... tu pallies à cette chose-là avec le roman ? Parce qu'il y a moins d'interaction. Est-ce que c'est l'écriture de roman, l'écriture de livre, c'est un peu un moyen de ne pas avoir tous les intermédiaires et c'est plus facile de directement arriver... Oui, non, mais ça c'est sûr, exactement. J'ai été très étonnée quand j'ai été publiée pour mon roman de la rapidité du processus, quoi. Je l'ai écrit en quelques mois pendant le confinement. Et après ça, il a été publié par Violaine Chivot aux éditions du Masque, qui m'a fait confiance et qui a été super. Mais voilà, le temps des retours, de retravailler, etc. Finalement, en 1 an, il était publié, il existait. Ensuite, il est sorti en poche. Et puis, en effet... Dans un roman, on peut tout se permettre, on peut inventer tout ce qu'on veut. Là, c'est un huis clos, inspiré un peu d'Hitchcock d'ailleurs, c'est marrant. Mais on peut tout écrire dans un roman versus un film où il y a beaucoup plus de complications, si on veut, des choses compliquées, quoi. Donc, Et tu parlais de l'aspect financier. Est-ce que là encore aujourd'hui, c'est quelque chose... Tu pallies à ça en faisant des projets de réalisation, de pubs, de clips, des trucs comme ça ? Ou alors maintenant tu... Oui, si, parce que comme notre projet, c'est vraiment le long métrage et qu'on est en train de faire notre premier long métrage, que c'est vraiment ça, oui, c'est sûr que je dois faire d'autres choses à côté pour pouvoir gagner de l'argent. Et puis, j'imagine que quand on fait un premier long métrage et qu'il est fait, après, pour pouvoir en vivre, c'est pareil, il faut faire le deuxième, le troisième. Donc, il faut avoir plein de projets parallèles. Et c'est pour ça que, voilà, on est avec Fred, on écrit plein de projets différents. Et puis on s'est aussi ouvert au théâtre, ça nous plaît. Ok, trop cool. On a écrit 2 seuls en scène. Donc voilà, c'est vraiment s'ouvrir à plein d'arts différents. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est notre point commun, je dirais. Hein, oui. Parce que j'ai un projet au théâtre aussi. Oui. Et que tu me boostes aussi. Audrey est toujours là. Et toi, Muriel, donc, quand est-ce que ça t'arrive de douter Je rejoins Audrey sur l'aspect financier. C'est quand même un secteur très politique. C'est tout un réseau. On commence à s'en rendre compte que, voilà, si tu veux réussir à certains festivals, il faut avoir l'aide du CNC, de la région. Voilà. Tant que tu n'as pas ça, tu ne fais pas forcément partie d'un clan. Mais voilà, c'est comme ça, il faut s'accrocher, il faut y croire. Et moi aussi, je réalise des films institutionnels à côté. Donc, si vous avez besoin d'une grande réalisatrice,
faites appel à nous. Voilà, donc, mais voilà, on trouve des... Ouais, bien sûr, de toute façon, c'est comme ça que ça dirais, marche. il y a ça, c'est une réalité, il faut en parler. Moi, le doute que je peux avoir, c'est pas forcément à l'écriture, ou etc., mais c'est plus au moment du tournage. Pour moi, s'il y a une personne du tournage qui va pas bien ou ça va pas bien, ça me paralyse. Je peux pas. Donc, ça s'est passé au dernier tournage. Donc, mon producteur est venu, on a réglé la solution, mais pour moi, il faut que tout le monde soit bien et se passe bien. Du stagiaire régie au chef opérateur, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je comprends complètement. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a toute une équipe, on n'est pas seul. C'est ça la magie aussi de ce métier et il faut les valoriser. Vraiment, tout le monde, et c'est super important. Et la post-production aussi, on les oublie aussi. Ah oui, bien sûr. Et ça t'a aidé ou pas le fait d'avoir travaillé en tant qu'assistant réalisatrice sur les plateaux? Oui, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre les étapes, la préparation, la feuille de service, le conducteur à la télévision, la ponctualité. Puis moi, ce que j'ai adoré, parce qu'on est un peu une petite souris en tant qu'assistante réal, on écoute dans l'oreillette, etc. Mais c'est de voir toutes les compétences de tout le monde pour un projet commun. Je trouve ça assez beau. Et maintenant, avec aussi tous ces projets, on a un peu plus de recul avec Audrey, on s'éclate dans ce qu'on fait, on a plein de projets, c'est génial. C'est super chouette parce que je me rends compte que cet art, c'est aussi un super moyen d'aller chercher dans soi, dans ses traumatismes, ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on veut raconter de ce monde, qu'est-ce qu'on veut dire de ce monde. Et c'est super beau, c'est très chouette. C'est vrai que l'écriture, c'est vraiment la meilleure thérapie. C'est vraiment, mais tout ce qu'on a là, c'est trop bien. Et quelle relation tu entretiens avec, par exemple, ton ou ta première assistante réal ? Au vu que, comme tu connais, parce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas vraiment la relation avec cette personne-là, toi, comme tu as fait ce métier, comment est-ce que tu appréhendes ça ? Ma Louise est extraordinaire, donc il y a beaucoup de femmes sur mes plateaux, attention, et des hommes très bien aussi. Là, pour le coup, j'ai pas forcément de problème de trouver ma place en tant que femme, donc ça se passe très bien, je suis contente. Enfin, il faut s'affirmer quand même, oui, bien sûr. C'est chouette. Louise est extraordinaire, il faut bien s'entourer, on a des super relations. Maintenant, c'est limite, elle donne les indications aux comédiens à l'américaine. Moi, je suis là, oui, action. On s'entend super bien. Ouais, vous êtes devenus super compatibles. Ouais. Louise, c'est les yeux fermés. C'est hyper important de bien s'entourer. Et moi, je suis entourée d'une jeune équipe, mais qui est super pro et ils m'épatent tous et je les adore. Et voilà. Mais c'est vrai que et ils n'arrêtent pas de me dire quand le prochain tournage. J'étais là, oui, on veut des subventions. On est là. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que on va en profiter. C'est une question que j'ai pas l'occasion de beaucoup poser. Je vais en profiter. On a beaucoup parlé de la place de la femme en tant que réalisatrice, en tant que donc personne qui, même si le terme chef n'est pas beaucoup apprécié, mais en tant qu'un peu de chef d'orchestre de cette équipe. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez senti que ça aurait été plus facile si vous étiez peut-être des hommes ou alors si vous n'étiez pas des femmes? Est-ce que vous avez senti un moment ce décalage? Je me suis posé la question, mais c'était des courts-métrages, donc ça remonte un petit peu après l'école. Il y avait quand même des égos sur le tournage masculin, où je pense qu'il y avait quelque chose, un petit peu, pas du combat de coq, mais il fallait s'affirmer en tant que femme face à un homme. Je pensais qu'il ne le vivait pas forcément bien. Mais une fois que c'est passé, chacun s'affirme et puis ça va. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien faire les choses aussi dans la douceur. Ça m'intéresse pas forcément d'aller marquer mon territoire, machin. C'est justement le côté chef non plus ne m'intéresse pas. J'aime bien l'idée de chef d'orchestre, mais et vraiment ce côté maternel de jouer vraiment le tournage comme une femme, l'équipe comme une famille. Et comme tu disais, s'il y a qui que ce soit qui a un problème, il faut le régler. En fait, tout le monde œuvre pour un même projet. Donc voilà, mais bien sûr, comme dans une famille aussi, il y a des conflits parfois, et ce côté masculin, est-ce que c'est un problème d'être une femme? Finalement, maintenant, je te dirais pas du tout. D'ailleurs, je travaille avec un homme et ça se passe très bien. Et voilà, d'ailleurs, ça nous permet de tout équilibrer. S'il y a un problème, ils peuvent parler avec le bonhomme. Et puis, tu l'as senti, ça, une fois? Ah, je l'ai senti une fois, ouais. J'ai senti sur un clip, ouais. Un homme, d'ailleurs, ne voulait pas me parler, il allait parler avec Fred. C'est bien, il voulait pas recevoir des indications d'une femme. Et ça, il l'a clairement exprimé. Ouais, c'était... Mais bon, c'était un homme particulier. Voilà, donc après, chacun son problème. Ok. Mais...
Tu t'es dit c'est une fois, tu t'es pas dit waouh, là ça... Je me suis dit c'est une fois, et je me suis dit dans cette carrière-là, j'aurais sans doute affaire à d'autres personnes qui me feront sentir comme ça, mais c'est pas grave, justement, il faut que je... Faut être fort. Il faut être fort, il faut se renforcer et puis être sûr que je suis à la bonne place en fait. Et puis si ça va pas, tant pis. Mais moi je bouge pas quoi. Non, ouais, c'est. Et toi, est-ce que tu as senti? C'est quand même une réalité. Hein. Ces hommes. Mais moi j'ai rencontré des égos de femmes aussi. Hein. Il faut. Ouais, bien sûr. Il faut. Mais oui, ça existe. Moi j'avoue, je suis une famille. Voilà, je suis entourée de frères qui me faisaient pas de cadeaux, donc j'ai une famille d'hommes là, donc je me laisse pas faire, mais j'ai d'autres amies réales, compositrices, comédiennes. Elles ont carrément des témoignages qui sont moins sympathiques et il faut que ça change. Il faut. Ouais, bien sûr. C'est dommage qu'il y ait encore ces idéologies-là et on évolue positivement, mais c'est pas facile. Moi, c'est pas facile, mais rien que d'en parler dans ce podcast, c'est top, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Louis, en tant qu'homme Moi, déjà, j'ai beaucoup fait de régie, où en fait, les personnes pour qui je travaillais, c'était 2 femmes, Sarah Lérès et Laure Astrid, que je salue énormément, parce qu'elles m'ont apporté énormément. Et c'est vraiment leur place au sein de la production qui m'a beaucoup apporté sur le regard que le reste de l'équipe leur apportait et sur à quel point en fait ces femmes-là, en tout cas quand elles ont commencé, ont dû être beaucoup plus dures, parfois beaucoup plus dures avec elles-mêmes et avec les personnes avec qui elles travaillaient, parce qu'elles devaient prouver 2 fois plus. Et je sais que par exemple, quand elles se retrouvaient à devoir gérer des égos et à devoir gérer avec des loueurs qui sont principalement des hommes, avoir les personnes qui s'occupent des camions, de tous ces trucs-là qui font que c'est beaucoup de postes qui sont principalement incarnés par des hommes, et d'avoir ces 2 femmes qui vraiment m'ont appris ce que c'était que la ténacité et ça rigolait pas du tout, et c'est vraiment elles qui m'ont montré un peu le rôle que beaucoup de femmes devaient avoir, pareil des premières assistantes réalisatrices sur des longs métrages, où je me suis rendu compte que il y avait déjà des gens qui parlaient dans son dos, mais c'était pas parce qu'elle était dure, c'était parce que c'était une femme et qu'elle parlait fort. Et donc il y avait ce rapport avec si c'était un homme, il sait se faire respecter. Si c'est une femme, elle crie pour rien. Et donc hystérique. Exactement. Donc en fait, j'ai toujours eu ce rapport avec. J'ai vu des femmes se démener 2 fois plus pour pouvoir être autant respectées qu'un homme. Donc moi, je vois complètement les problématiques qui sont reliées à ça, que ce soit dans notre métier, mais ça peut être aussi au niveau des actrices. Un acteur qui va faire telle chose, c'est un homme viril, c'est un homme qui est masculin, qui sait se faire respecter. Une femme fait ça, c'est pas la même chose, quoi. C'est une chose. Voilà, c'est ça. Donc non, moi j'ai un rapport qui est déjà j'écris énormément. Tous mes rôles principaux, c'est des rôles de femmes, des rôles d'émancipation, de déconstruction un peu de la stratification sociale. Donc moi c'est des sujets qui me touchent énormément. C'est pour ça que je suis très content que ça se redirige vers ça à la fin. Ça m'a permis de parler de Sarah et Laure Astrid qui m'ont, encore une fois, c'est comme ça que j'ai commencé sur les longs métrages. Donc, tu me donneras leurs coordonnées, moi, Régie, j'en ai besoin pour le prochain tournage. Écoute, avec plaisir. Et donc oui, j'ai vu aussi les difficultés, parce que j'ai déjà entendu énormément de misogynie, énormément. Ça peut être aussi parfois, c'est-à-dire que la misogynie, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui va agir de manière mauvaise. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui va vouloir protéger, vouloir parler d'une manière ma belle, ou des trucs comme ça, qui sont pas considérés comme étant genre je vais te pourrir, mais c'est juste on te réduit à une petite chose fragile, et donc tu dois prouver constamment non, je suis pas une petite chose fragile. Et là, c'est ces personnes-là qui ont toujours été doux avec toi, qui vont se dire elle est chiante, moi j'ai été gentil avec elle, pourquoi elle me... Voilà. C'est aussi ça que j'ai beaucoup vu. Et donc c'est vrai que là, en tant que réalisateur, je n'ai plus ce rôle-là je vois plus ces personnes qui travaillent pour moi, qui travaillent avec moi et qui sont des femmes. J'ai vraiment l'impression juste d'avoir une espèce de masse, et s'il y a le moindre truc qui se passe mal, je veux que ce soit réglé tout de suite. Donc pour le moment, ça m'est pas arrivé. On croise les doigts. On croise bien les doigts. Mais oui, non. Il y a aussi un sujet pour les femmes, sans parler du coup de misogynie, etc., mais juste les femmes qui deviennent mères, les réalisatrices qui deviennent mères. Complètement. Il y a un vrai sujet aussi là-dessus.
Là, le livre que je sors en janvier avec Jessica Zimmerman, qui a aussi un podcast qui s'appelle The Serial Mother. On écrit toutes les deux ce livre et on interviewe des femmes aux carrières inspirantes et reconnues et comment elles ont aussi choisi d'être mères et comment ça s'orchestre pour elles, quels choix elles ont dû faire, etc. Et en fait, on se rend compte, et notamment on en parlait avec Amanda Stairs, donc réalisatrice reconnue. Et elle a fini, quand elle a pu le faire, quand sa carrière était assez installée, etc., elle a pu mettre en place une espèce de crèche où les personnes qui venaient d'avoir un bébé, etc., pouvaient venir tourner. Parce que sinon, en fait, un réalisateur, il n'a pas de problème, il part quand il veut, il laisse le bébé, la maman, le machin, il vit sa vie, il fait ses tournages. Mais pour une mère, comme pour n'importe quel métier, franchement, souvent, ça veut dire, moi, je ralentis, ma carrière professionnelle ralentit, je me stoppe un moment, le temps d'eux, et puis ça peut se prolonger. Or, dans le cinéma, c'est pareil, on n'est pas forcément équipé pour. Mais si on peut penser de plus en plus à ces femmes-là, et puis ça marche aussi pour les actrices, et voilà, leur permettre de joindre les deux, ça c'est formidable. Complètement. Ouais, je partage ton regard sur cet équilibre pro-perso pour les femmes, c'est pas évident. On a des enfants toutes les deux, et voilà, c'est toujours les tournages, il faut l'anticiper, il faut le regard des autres aussi, et la culpabilité. Donc moi, j'ai fait venir mon fils sur le dernier tournage, il faut qu'il voit aussi ce que c'est. Et puis moi, j'aime tourner, la nuit, le week-end, cette vie un petit peu moins classique. C'est chouette aussi de partir aussi dans d'autres décors, mais il y a quand même toujours, je suis d'accord avec toi, ce regard de la société ou même des gens proches, et que l'homme, le c'est plus facile pour lui. Ce sera quand même plus facile qu'ils partent. Ça c'est. Tu le partages aussi. En tout cas, il faut avoir un schéma familial qui permette de le vivre et sociétal aussi, en fait. Bien sûr, que ce soit accepté. C'est vrai que là, pour le coup, comme moi, j'avais des régisseuses qui étaient des femmes. C'était ça, pour le coup, ça avait toujours été très bien géré sur les longs métrages que j'ai fait. J'avais toujours vu des enfants se balader, il y avait pas du tout de jugement par rapport à ça, mais je peux très rapidement voir comment est-ce que ça peut vriller. Et, déjà, quand on voit dans les sociétés normales, dès qu'on parle de commencer à avoir un enfant, le nombre de personnes que je connais qui pensent à cacher parce que sinon ça va être compliqué, faut lui en parler, c'est problème à l'emploi. à l'embauche, à l'emploi. Eh bien, écoutez, on va passer au moment anecdote. Voilà. Donc, je vous rappelle un peu les règles. Vous allez nous partager, alors si vous le voulez bien sûr, une anecdote qui peut être la vôtre, mais si... Nous, on préfère que ce soit la vôtre. Mais si vous voulez nous partager aussi une anecdote d'une réalisatrice ou alors de quelqu'un... qui a vécu quelque chose que vous trouvez pertinent à nous partager. Voilà, je vous en prie. Muriel, Audrey. Dans quel sens ? Oui. Si par exemple, vous avez un truc, genre un réalisateur connu qui a un jour fait quelque chose où il y a une anecdote de tournage qu'il a fait que vous trouvez pertinent, ou alors une anecdote que vous avez vécue, que vous trouvez pertinent ou drôle. Ça, c'est difficile. Une anecdote de tournage, qu'est-ce que j'ai ? Ça peut être à l'écriture, ça peut être à n'importe quel moment. Je peux juste te dire qu'un jour, on a tourné avec un lama. Énorme. Et que c'était bien. C'est pas juste dur à gérer ? C'était un peu dur à gérer. Il fallait que tout le monde reste très silencieux sur ce tournage. C'était Sweet Mosquito. Et il y avait bien sûr quelqu'un qui s'en occupait, qui était là. Et donc tout le monde devait se taire pour pas le cabrer. Et on l'a mis dans un ascenseur, donc dans le décor construit par Marc Baroyer. Énorme. Mon mari était figurant dans ce plan-là, habillé en groom. J'ai très envie de le voir, le film là. Voilà, moi aussi j'ai réussi. Il est top, ce film. Tu vas le partager. Merci. Et voilà, donc ça c'est vrai que c'est un bon souvenir et puis c'est assez singulier. Parfois je vois la photo, je me dis ah ouais, tiens, t'as fait ça, t'auras fait ça dans ta vie. Je pense que ça c'est une anecdote qui me vient. C'est une très bonne anecdote. Merci. Moi, j'ai eu des ânes sur mon tournage. Dans des ascenseurs ou pas ? Non, ils étaient bien traités. Non, moi, ce que je retiens de mes tournages, c'est vraiment un côté un peu, j'ai envie de dire, divin. À savoir que moi, je crois, comme je te disais, il faut que ça se passe bien parce que tu convoques tout le monde à un moment donné. Et bien sûr, ça se passe jamais comme prévu, c'est génial.
Donc souvent, moi je fais des tournages souvent dans la nature, j'aime bien les tournages d'extérieur. Donc qui dit extérieur dit météo capricieuse et souvent, le matin il y a l'orage, il y a la pluie, le brouillard. Mais j'y crois. Enfin moi, sur mes tournages, j'ai toujours eu des moments un peu divins. Donc le soleil qui arrive pile quand il faut que ça arrive. Alors là, personne n'y croyait sauf moi. Donc ça, c'est aussi ce côté réel. T'embarques tout le monde, donc il faut y croire. Sur Luanda, on a eu des moments un petit peu aussi paranormaux. L'alarme incendie qui se déclare à 3h du matin sans raison. On a vraiment cherché, comme dans les films d'horreur, ça crépite, la lumière qui s'éteint. Enfin, plein de choses comme ça, mais je crois un petit peu un côté divin, chargé d'électricité. Moi, je fais très des films sur la nature, le soleil. Donc, mes anecdotes, c'est plus... de faire, se laisser porter par cette chose indicible qui nous accompagne. Voilà. Eh bien, merci. On va finir par le mot de la fin. Est-ce que vous avez, en quelques mots, des conseils à donner pour une jeune réalisatrice ou un jeune réalisateur en devenir ? Vraiment, justement, chasse ce doute mesquin qui est là et c'est normal qu'il soit là, donc ne le rejette pas trop violemment, accepte-le et puis ensuite j'aime bien cette phrase de Thomas Dansembourg qui fait de la communication non violente qui dit il faut retourner la chaussette et donc il y a du négatif dans tout, mais hop on retourne et puis qu'est-ce qu'on peut mettre d'abord, pourquoi on raconte des histoires, qu'est-ce qu'on veut vraiment raconter. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'on me dise à un moment, d'ailleurs c'est mon mari qui me dit toujours, mais pour qui tu écris, qui sera ta cible ? Moi, je le vois pas comme un truc de cible financière, mais plutôt, c'est vrai, qui est-ce que je veux toucher en fait ? Évidemment, le plus grand nombre de personnes, mais toujours se demander, parce qu'au début, on peut écrire un peu comme ça, et puis c'est un truc finalement qui nous concerne un peu que soi, et d'ouvrir un peu. Donc voilà, donc je dirais chasser le doute, travailler. Coûte que coûte, il faut vraiment continuer, parce que c'est vrai que c'est des métiers... où on peut être seul. C'est des métiers assez solitaires. Donc moi, j'ai la chance d'être avec Fred, mais si on se pousse pas, on peut se dire je ferai demain, on peut procrastiner. C'est un peu le danger. Ouais, ça c'est dur. Et donc je pense que moi, en tout cas, ce qui m'a longtemps aidé et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir quelque chose, un emploi du temps un peu clair. Pour pouvoir ne pas me laisser embarquer aussi par mes autres missions. Et puis le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a un peu chahuté là-dessus. On peut vite se laisser embarquer par un milliard d'autres choses que ces projets artistiques. Donc voilà. Et puis ce que j'ai réalisé aussi, un peu tardivement, c'est que le réseau est très important. Donc, rencontrer des gens, continuer. Et c'est ce que Muriel m'a finalement encouragée à faire en organisant ces tables rondes. Et c'est vrai que je trouve ça génial, en fait, rencontrer d'autres personnes, d'autres points de vue, de différents âges. Et là, j'ai pu retourner à l'ESRA et donner des cours à l'ESRA d'écriture pour accompagner les élèves dans la structure de leur traitement, notamment. Et franchement, j'ai adoré ça. Parce que j'étais confrontée à la jeunesse et à leurs projets. Ça m'a rappelé, moi, ces années-là. Et puis, et puis des univers extrêmement différents qui ne sont pas forcément les miens. Il y en a une qui fait un peu de l'horreur, de la science-fiction. Et je trouvais ça hyper intéressant ce qu'elle voulait raconter derrière, en fait. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est des bons conseils, mais... C'est de super bons conseils. C'est très, très bons conseils. Ouais, je te rejoins, Audrey. Moi, je commence à donner aussi des cours d'initiation en scénario. J'ai commencé au collège et là, avec d'autres publics. Et ma phrase, c'est « Je vous interdis de dire que ce que vous écrivez, vous dites c'est nul. » Tout le monde est là, c'est nul ce que je fais. Non, croyez en vous, croyez en votre imaginaire. Je donnerai un autre conseil qui rejoint ce que je disais au début. On ne peut pas faire pour moi ce métier sans s'intéresser à tous les arts, la sculpture, le théâtre, la poésie, tout, la danse. Vraiment, ouvrez-vous aux autres, soyez curieux. Qu'est-ce qui se passe en dehors de chez vous ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ? On apporte un propos dans nos films et ça, c'est hyper important. Croyez en vous. Relax, encore une fois. On reste relax. Et je voulais finir sur autre chose. Je sais pas. Oui, voilà ce que tu disais. Essayer de... c'est vrai qu'on écrit, on est seul. On réalise quand même, on est seul. Voilà, quand on fait
Enfin, moi aussi, je fais mes storyboards, mes machins, mes prépas. Je suis toute seule. Hein, Et voilà, je fais partie du Séquence 7, la scénaristerie, collectif 50-50. Soyez dans les collectifs, dans des réseaux, soyez dans des... Voilà, il y en a pas mal dans toute la France, je pense, ou organisez-les. Moi, je fais les cafés cinéma avec les filles réales. J'en ai embarqué une nouvelle, tu verras, trop sympa, Victoria, qui réalise des documentaires au Brésil, justement. Je l'embrasse. Voilà, c'est... croyez en vous et il faut croire en cette intuition qui est au fond de nous. Voilà. Et dans cette même veine, je conseille aussi un livre qui s'appelle « Libérez votre créativité ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connais pas. C'est une américaine. Alors, je voulais regarder, je crois que c'est Julia Cameron, si je ne dis pas n'importe quoi. C'est vraiment un livre que tous les artistes devraient avoir. Ok. C'est vraiment génial. Donc, Libérez votre créativité, elle donne plein d'exercices et notamment, c'est beaucoup de journalling. Elle conseille vraiment de journaling parce qu'il y a cette petite voix qui essaye de vous empêcher d'aller au bout, étonnamment. Mais aussi, elle parle de ce côté artistique et notamment aller faire des expos. En fait, elle donne le conseil que je trouve très judicieux de se donner un rendez-vous une fois par semaine avec son artiste intérieur. Okay. Et donc, ça peut être aller faire une expo, ça peut être, j'en sais rien, peindre. Et c'est en fait, ça... Ouais, c'est un bon conseil. Ça nourrit énormément la créativité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Louis. Merci Louis. Merci d'avoir participé à E-Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à Étienne pour le son. Merci Étienne. Merci, t'as pas bravo. beaucoup parlé. Hein. Oui, mais c'était excellent. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Muriel. C'était vraiment une super émission et merci d'être venu. Merci. Je remercie la SACD pour les locaux. Je remercie Chérico pour leur délicieuse chicorée qui nous accompagne à chaque émission. Merci aux auditeurs qui veulent partager leurs réflexions, nous poser des questions. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup.